Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Aujourd'hui, Bien dans son job, on s'intéresse aux bureaux, des bureaux mais qui finalement imaginent, repensent l'avenir. On va en parler dans quelques instants avec Sylvain Haas. Il est le Head of Corporate Service chez BNP Paribas Real Estate. La pause café avec Caroline Ricross. Aujourd'hui, on parle du télétravail. Est-ce qu'il a encore la cote à la machine à café? On fera le point avec elle dans quelques instants. Et puis le cercle RH, un grand entretien avec le directeur général délégué d'IDEX, l'un des leaders français des énergies bas carbone, méthanisation, infrastructure, dans un contexte de tension énergétique sur le gaz, le pétrole, mais aussi le charbon. C'est un secteur, on en parlera avec lui dans quelques instants, secteur qui recrute, secteur de demain, c'est l'avenir, évidemment, ce bas carbone. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on quitte Paris, la Sarthe se met en campagne. Arnaud Chéreau sera notre invité, il est l'un des ambassadeurs, il est président de Wello.io, un vélo, vous verrez, très innovant. Et puis ça donnera peut-être envie à vous, Parisiens, de vous mettre au vert, de quitter la capitale. Voilà, on fait tout de suite C'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, bien dans son bureau. Ça, c'est un sujet important. On l'a vu avec le télétravail. Moins de salariés dans les bureaux, des entreprises qui repensent aussi leur surface. Et on en parle avec Sylvain Haas. Bonjour Sylvain. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Head Merci. of Corporate Service, BNP Paribas Real Estate. Quand on lève un peu la tête dans Paris, on voit vos affiches, BNP Paribas Real Estate. Là, vous êtes certain qu'il y a des bureaux à louer. C'est votre métier. D'abord, un petit mot sur l'avant et l'après-Covid quand même. Parce qu'il y avait une activité qui se portait correctement avant le Covid. Et puis c'est vrai que je dirais patatras, après Covid, les gens vont moins au bureau, il y a de l'hybridation et des entreprises qui vous disent écoutez, je ne peux pas continuer à louer ces espaces parce que j'ai un quart de mon effectif. Oui, alors en effet, il y a plusieurs mouvements qui se sont accélérés, qui n'étaient pas absolument nouveaux, mais en tout cas qui se sont accélérés. On a vu par exemple, c'est très clair, un effet surface. Le binôme flex office et télétravail est à son œuvre, de l'ordre de 20 à 25%, donc c'est assez rude. En revanche, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une très grosse pression sur l'emploi. Il faut recruter les talents, il faut les garder aussi, et il y a un besoin de centralité qui est de plus en plus fort. Centralité, dans votre jargon, dans votre langage, c'est l'idée d'approcher le lieu de vie du lieu de travail. C'est l'idée de rapprocher des centres-villes, en fait. Et ce dont je vous parle n'est pas strictement un phénomène parisien. On observe la même chose à Berlin ou à Milan. Les entreprises abandonnent de la surface pour être plus en centre-ville, avec des dessertes en commun beaucoup plus efficaces, avec de la mobilité douce également, parce que ça participe de cette fameuse marque employeur, vous savez, pour recruter ces fameux talents. On va voir le sondage IFOP avec 3500 salariés interrogés, 7 pays, pour justement s'intéresser à comparer tout cela. Mais quand même, un mot, ça vous oblige à repenser votre modèle chez vous? Oui, ça nous oblige à repenser notre modèle, puisque les collaborateurs sont moins au bureau, en tout cas pas en même temps. Donc il faut développer des applications digitales pour s'assurer que si je vais au bureau mercredi, qui je vais pouvoir voir dans mon équipe. Ça nous oblige à donner plus de services aux collaborateurs. En fait, ils viennent moins au bureau, mais il faut que les journées soient à minima efficaces, intéressantes. Il faut que ça soit une expérience. Oui, on l'entend beaucoup sur ce plateau, expérience, lieu de vie, convivialité. On vient au bureau pour construire, créer. Ça veut dire qu'il faut repenser aussi très concrètement, indépendamment du bâti, les espaces à l'intérieur. Ah oui, très clairement, on a repensé les espaces. On en donne un peu moins à l'individu, à la personne, et un peu plus à son équipe, son département, sa tribu, en quelque sorte. Il y a des postes collaboratifs. Il faut que l'expérience soit en effet réussie. Il faut qu'on puisse se câbler facilement. Il faut que je puisse échanger, partager. Parce que sinon, quand j'ai besoin de me concentrer, désormais, c'est ou à la maison ou dans un espace de coworking. Flex Office, vous dites c'est en cours, c'est en mouvement. C'est vrai qu'on en parle depuis quelques temps. On nous dit en même temps que ça ne marche pas si bien, que les salariés sont parfois un peu agacés d'être obligés de se connecter à un poste neutre sur lequel ils n'ont pas pu mettre leurs petits objets, leur petite vie en photo. C'est vrai ou pas vrai? Non, pas vrai. Pas vrai, parce que alors il faut l'accompagner, il faut accompagner ce changement. Il y a des habitudes qui sont parfaitement ancrées, mais je dirais que le Flex Office, c'est on échange son bureau contre plusieurs bureaux. Voilà. Il y a des ratios aussi qui sont en baisse. On mettait 0,8 postes de travail pour des collaborateurs, équivalent 0,8 postes. Ça, c'est l'entrée dans le Flex Office. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ambitieux. On va à des ratios de 0,5 ou 0,6.
mais ça rentre parfaitement, l'efficacité elle est démontrée, surtout quand il y a du télétravail et encore une fois, quand on a des immeubles qui font passer une très bonne journée. Alors justement, ça c'est intéressant, l'étude que vous avez commandée à l'IFOP, 3500 salariés, 7 pays, avec ce chiffre, il est très intéressant, comparatif avec les Néerlandais, les Britanniques et les Français, sur le bureau, plus qu'un lieu de travail, c'est un lieu de vie, on l'évoquait. Alors regardez les chiffres, vous les connaissez, 51% pour les Français, seulement 30% pour les Britanniques, 61% pour les Néerlandais. Donc on est au milieu du peloton. Ça vous donne quelle information là pour transformer finalement la proposition et l'offre commerciale? Alors, ça nous donne d'abord l'idée que l'Europe est une mosaïque. On sort de 2 années où il y a eu des confinements plus ou moins durs. C'est aussi, ce qui sera intéressant, c'est de regarder une version 2 de cette étude dans un an, avec un peu de recul. Il y a des écoles qui ont très peu fermé en France, beaucoup fermé en Allemagne. Il y a eu des confinements beaucoup plus durs en Italie. Et donc, le questionnement se fait après ces 2 années. Ce qu'il en ressort quand même, c'est que globalement, il y a un partage qui veut se faire, il y a un binôme, il y a un couple qui s'installe maison-travail, ça c'est évident, avec quand même quelques disparités. En gros, on dirait que les Anglais ne sont pas là pour rigoler, hein. Eux, ils veulent de Wi-Fi qui marche, ils veulent pouvoir se concentrer. Là où les Français, ou les Belges et les Néerlandais... sont là pour se marrer, un peu plus. Pas pour se marrer, mais en tout cas pour échanger, pour du travail collaboratif. Vous voyez, il y a le coworking, ça c'est aussi un enjeu, parce que j'aimerais savoir comment vous vous situez. C'est vrai que c'est très atomisé. Alors, il y a des très grosses marques de coworking qui sont installées dans les grandes villes, à Paris notamment. Elles sont référencées. Est-ce que chez vous, chez BNP Real Estate, vous dites il faut aussi qu'on puisse proposer nous-mêmes notre propre marque de coworking? Comment vous réfléchissez à cela? Alors, on réfléchit à ça d'abord avec nos clients, les grands utilisateurs, hein, puisque ça fait partie de mes attributions. Ce qu'on regarde aussi, c'est qu'il y a une grande difficulté des utilisateurs à s'engager dans la durée, hein. Ça aussi, on ne l'avait pas forcément vu venir depuis 2 ans, mais dorénavant... On ne prend pas de risque, on est prudent. Oui, et puis c'est plus l'apanage des start-upers. Maintenant, vous avez des entreprises du CAC 40 qui placent 400 ou 500 jeunes gens dans des centres de coworking parce que tout simplement, ils n'ont pas de vision à 2 ans ou à 3 ans sur telle équipe projet ou telle initiative. Donc vous nous dites, vous dans votre business, qu'ils ne prennent pas le risque de louer des locaux pour 400 à 500 personnes, ils préfèrent faire du coworking. Oui, ils préfèrent faire du coworking, ça a quelques avantages. Alors ils font la balance entre un bail commercial classique et coworking, mais la flexibilité est quand même un attrait fantastique, hein. On vient de passer 2 années... L'avantage du coworking, c'est qu'on retire la prise quand on veut. Hein. Exactement. Et les anglo-saxons, beaucoup de littérature anglo-saxonne est d'accord pour dire qu'à peu près 30% de l'emploi tertiaire à 10 ans sera logé dans des solutions flexibles. C'est considérable. Est-ce que vous êtes en train, vous aussi, de pivoter? C'est-à-dire qu'on voit bien votre business, hein, évidemment, ces locaux de bureaux que vous mettez à disposition à travers des bails commerciaux. Est-ce que vous dites il faut peut-être faire évoluer notre modèle sur 2 choses, le coworking et les grandes villes de province? Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des transferts de salariés qui étaient partis vivre à Nantes, à Lyon, à Bordeaux, et qu'il fallait aussi leur proposer des choses. Alors nous, on accompagne les grands clients dans leur stratégie immobilière, donc en intégrant le critère de la flexibilité. Ça devient un critère très très haut dans la hiérarchie. On pourrait aussi parler du critère de la RSE, qui est devenu également très très important. Elle vous impacte, ça, c'est les critères RSE sur... En tout cas, elle impacte la vie des immeubles, elle impacte les bailleurs, elle impacte les propriétaires, parce que maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que les utilisateurs, les collaborateurs même, veulent s'assurer que l'immeuble dans lequel ils travaillent est à minima sérieux sur un projet. Donc il n'y a pas d'amiante, par exemple, tout bêtement. Alors, évidemment qu'il n'y a pas d'amiante, mais s'il peut être en énergie positive, c'est encore mieux. Les BBC. Bien sûr, s'il préserve la planète, ça fait partie, là encore, de la marque employeur. On veut être fier de travailler dans telle ou telle maison, et si en plus on travaille dans un siège qui est vertueux, et d'ailleurs qu'on peut aimer à faire visiter également, ça participe au sentiment d'appartenance. Vous en conviendrez, Sylvain, est-ce que c'est pas simple dans Paris, par exemple, où on sait qu'il y a des passoires énergétiques, il y a des immeubles de bureaux qui sont des immeubles des années 60. Enfin, permettez-moi de penser que c'est pas possible de faire avec ça du BBC. Oui. Ça reste compliqué, donc difficile à louer, j'imagine. Ça reste compliqué. Alors, pas dans Paris, parce que dans Paris, malheureusement, il n'y a plus assez d'immeubles à louer. Il y a une pression qui est très importante. Donc il y a toujours une très forte dynamique des entreprises sur Paris. Toujours une très forte dynamique, hein. Encore une fois, ce besoin de centralité ne se dément pas. Les loyers augmentent dans Paris. Les entreprises, beaucoup d'utilisateurs sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table pour louer dans Paris. Et il n'y en a pas pour tout le monde. C'est un peu comme ça que ça se présente. Alors, maintenant, sur le stock de bureaux, vous avez raison, à peu près la moitié du stock de bureaux en Île-de-France, mais c'est vrai dans d'autres pays également, dans d'autres capitales, à plus de 25 ans.
Et certains Eh ne oui. retrouveront pas de locataires. Il faudra non pas qu'ils se transforment, mais qu'ils mutent ces immeubles, qu'ils deviennent du logement ou qu'ils deviennent à usage mixte. Donc ce sont finalement de grandes opportunités qui s'offrent à la filière immobilière. Ou alors il faut reconstruire, excusez-moi, parce que là vous faites de la location en bails commerciaux à des entreprises, à des grandes marques, à des grands groupes. Est-ce que vous dites qu'il faut aussi réfléchir peut-être à détruire des immeubles pour les reconstruire sur des bases saines sur le plan énergétique, par exemple? Et très clairement, et là je prends ma casquette de promoteur, parce que BNP Paribas Real Estate c'est également un C'est pour ça que promoteur. je vous pose la question. Il y a des immeubles de bureaux qui ne recevront plus de locataires bureaux et qu'il faudra transformer en logement. Et ce faisant, les transformer de passoires. Donc vous sanctuarisez ces bâtis en disant cela c'est fini, on ne peut pas. Oui, et là il y aura toujours une balance entre la RSE, le bilan carbone et le bilan économique. Est-ce qu'on en garde la structure, les façades, ou est-ce qu'on le fait tomber pour le reconstruire? Et oui. Mais en tout cas, moi, je le vois comme une opportunité pour les citoyens des grandes villes. Et de vous à moi, je crois que vous recrutez chez BNP Real Estate. Beaucoup, en ce moment. Là, vous avez le pied sur l'accélérateur. Comme tout le monde, c'est la question rituelle. Oui. Vous galérez ou pas? Oui. Oui, d'accord. Non, Donc non, voilà, oui, vous n'êtes oui, pas oui. tout seul. Oui, on a beaucoup de gens partent, beaucoup de gens arrivent. Le marché de l'emploi est devenu très nerveux. C'est quelque chose on avait vu l'effet surface arriver, l'effet recherche de Très flexibilité. versatile. C'est très versatile. Il faut définitivement recruter les jeunes gens, les garder, c'est aussi un sport. L'immobilier est très contributif à ça, à marque employeur, je vous assure. Venez nous voir à Oui, parce que Métal vous avez- 57 à Boulogne-Billancourt, j'en suis particulièrement fier. On va venir. Mais Parce que c'est avec une plaisir. usine que vous avez transformée en espace coworking, bureau, joie de vivre. Oh, écoutez, venez le voir. Il est très collaboratif, il est ouvert sur la ville, il est inclusif, il est beau à regarder, il est facile, il est digital. Mais dites Les donc, gens y sont heureux. ça donne envie de quasiment d'envoyer le CV chez BNP Real Estate. Je vous donnerai- Non, je vais m'en occuper rapidement. Merci Sylvain Haas d'être venu nous moi rendre qui vous visite. remercie. C'est à Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, absolument. Boulogne-Billancourt, Métal 57. votre nouveau siège, Absolument. qui est à l'origine dans une usine, on peut le dire. Oui, on est en plein territoire Renault. C'est Ah oui. un immeuble qui est né en 84 du dessin de l'architecte Claude Vasconi et qu'on a fait muter avec un autre architecte de renom, Perrault d'ailleurs, pour en faire un immeuble expérientiel, un immeuble de destination véritablement. Merci de nous avoir rendu visite. Et on va continuer dans la pause café. Sylvain Haas, vous êtes le Head of Corporate Service de BNP Paribas Real Estate. Merci de nous avoir rendu visite. La pause café, c'est tout de suite. Tiens, on va parler du télétravail. Ça ne se passe pas toujours parfaitement bien et on en parle dans la pause café avec Caroline Ricross. La pause café. Est-ce que les salariés parlent à la pause café de télétravail ou du risque de ne plus justement faire de télétravail? Ça, c'est une vraie question. On en parle avec Caroline Ricross. Merci Caroline d'être avec nous. Télétravail. Alors, certains managers, vous allez nous en parler parce que on ne sait jamais, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein sur le télétravail. Il y a des managers qui sont excédés et qui envisagent de passer à la manière forte pour rapatrier les équipes sur place. Oui. Ils sont devenus fous, ces managers. Un peu, ça se passe aux États-Unis, Arnaud, déjà. C'est une étude qui a été réalisée par l'entreprise Goodyear il y a quelques jours et qui a interrogé plus de 3000 managers de diverses entreprises américaines. Et les résultats, en effet, sont sans appel. Plus de 60% d'entre eux envisagent en fait d'obliger donc leurs employés en télétravail depuis quand même le début de la pandémie à retourner au bureau cette année. Et pour atteindre cet objectif, terminer les pourparlers, place à la manière forte. 77% se disent prêts à diminuer le salaire des employés réfractaires. Vous revenez pas au travail, hop, on diminue le salaire, réduire même les primes ou encore licencier les personnes vraiment en question. Donc coup de poing des managers, sauf que ça se fait au moment où les salariés, disent-ils, sont prêts aux États-Unis à baisser leur salaire pour rester en télétravail. Voilà, c'est une étude également d'Ivanti qui a été publiée en juillet dernier et près de la moitié des salariés se disent prêts à accepter une baisse de salaire pour continuer à travailler à distance. 2 tiers renonceraient même à une prime. En résumé, tout sauf le retour au travail physiquement. Et certaines entreprises font même face là, à des menaces. On a parlé de la grande démission américaine, mais des menaces de démission si l'entreprise ne les maintient pas dans leur statut d'hybride ou de télétravailleur. C'est exactement ça. C'est ce qui se passe en ce moment pour l'entreprise Apple. La date des réouvertures des bureaux du géant américain a été reportée plusieurs fois en raison forcément de la pandémie pour finalement être fixée au 11 avril dernier. La société a déclaré que le
retour au bureau était obligatoire pour les employés, mais qu'elle allait mettre en place une politique quand même de travail hybride et que les employés auraient le droit à 4 semaines maximum par an de télétravail. Une décision en fait qui ne ravit pas l'ensemble des salariés. Certains menacent du coup de démissionner si la société ne change pas d'avis. Et la semaine dernière, le groupe Apple Together, qui est un collectif de salariés qui défend cette position, a publié une lettre ouverte. Dans cette dernière, en fait, ils affirment que la politique de travail hybride prônée par la direction est, je cite, un écran de fumée. Les salariés vont même jusqu'à citer Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, qui est décédé en 2011, pour servir leur argumentaire. Steve Jobs qui déclarait « Cela n'a pas de sens d'embaucher des personnes intelligentes pour ensuite leur dire quoi faire. Nous embauchons des gens intelligents pour qu'ils puissent nous dire ce qu'il faut faire. » Conclusion, les membres du collectif demandent à la direction d'Apple de les laisser travailler d'où ils veulent, de les laisser tranquilles, faire ce qu'ils veulent. Pas sûr que la direction d'Apple leur donne raison. En tout cas, pour l'heure, elle n'est pas revenue sur cette décision où les employés devaient revenir au travail depuis le 11 avril. Oui, ils font appel à l'esprit de Steve Jobs pour les accompagner dans leurs revendications. Ça se passe comment en France? Parce que là, c'était les États-Unis, mais on n'a pas les mêmes choses en France. C'est vrai, mais le télétravail, c'est là aussi compliqué quand même en France, hein, même si c'est pourtant fortement plébiscité, puisque d'après une étude de la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, 8 télétravailleurs sur 10 souhaitent continuer en fait à bénéficier de cette option de travail. 27% des entreprises remontent d'ailleurs que la majorité des salariés aspirent même à télétravailler encore plus. Alors pourquoi ce choix? Eh bien, d'après le baromètre télétravail 2022 du comptoir de Malakoff Humanis qui a été publié il y a quelques jours, ce qui séduit dans ce mode de travail, c'est forcément la flexibilité, une diminution de la fatigue puisqu'il n'y a plus les trajets travail-maison, une amélioration également du bien-être et de la santé, mais aussi plus d'efficacité au travail. Pas étonnant donc que le télétravail est désormais carrément un argument de séduction pour les recruteurs, pour les métiers, en tout cas évidemment où le télétravail est possible, parce qu'on pense bien sûr aux salariés qui ne peuvent pas télétravailler. 40% de télétravailleurs et 60% de métiers non télétravailleurs. Mais on assiste en même temps pas véritablement à un décollage du télétravail en France. Mais non, c'est paradoxal. Totalement. Si le télétravail hybride semble largement plébiscité par les salariés, mais aussi les dirigeants, hein, d'après le baromètre télétravail 2022, 56% des salariés et 80% des dirigeants estiment que l'organisation actuelle en fait, des entreprises est insuffisamment adaptée à cette forme de travail. Les salariés souhaitent par exemple que les modes de travail au sein de leur entreprise évoluent vers un management davantage axé sur la confiance, l'encouragement, la prise d'initiative, le droit à l'erreur. Ils aimeraient par ailleurs plus de souplesse et de flexibilité pour s'organiser dans leur travail. Autre difficulté, alors que l'engouement des salariés et des dirigeants pour le télétravail n'a cessé de croître, les managers restent quand même divisés sur le sujet. 54% d'entre eux y étaient favorables en 2019. Fin 2021, il n'était plus que 48%. Alors pour beaucoup en fait, d'entre eux, pour ces managers, manager une équipe à distance, ça reste très compliqué. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, même s'ils reconnaissent que le télétravail contribue quand même à une plus grande autonomie des salariés, à une baisse également de l'absentéisme et à une plus grande satisfaction des salariés. Et puis quand même, malgré leur réticence, eh bien, les managers, ils sont près de la moitié à penser que le travail hybride va quand même se développer et que les espaces de travail vont devenir forcément de plus en plus flexibles. Alors, flexible, c'est un joli mot, mais on pourrait travailler d'où on veut, c'est ça l'idée ? Alors, je ne sais pas si nous deux, on est concernés, parce que j'imaginais réaliser cette émission au bord d'une plage paradisiaque, vous avec une chemise à fleurs, tout ça. Ça me paraît un peu compliqué. Je pense. Mais en tout cas... Enfin, vous en rêvez, vous, en tout cas. Tout à fait. Il y a des entreprises, c'est exactement ça. Il y a des entreprises qui mettent ça en place. C'est désormais, par exemple, possible pour les salariés d'Airbnb. La plateforme de location de logement a décidé de passer en mode full remote. Concrètement, en fait, les employés peuvent choisir de travailler à domicile ou au bureau, selon leurs désirs. Ils peuvent déménager s'ils habitent aux États-Unis, n'importe où aux États-Unis, sans baisse de rémunération. Et puis, ils ont également la possibilité de vivre et de travailler dans 170 pays, jusqu'à 90 jours par an, dans chaque lieu. Donc, ils peuvent vraiment travailler d'où ils le souhaitent. Airbnb n'est pas la seule entreprise à avoir pris cette initiative. L'agence immobilière Zillow ou encore l'entreprise d'audit PwC sont déjà passées en full remote. Et puis, en France aussi, des sociétés ont fait ce choix, comme Pfizer qui a décidé de mettre en place le travail à distance depuis le mois de février. Donc, on y arrive. Après, est-ce que vraiment ça va devenir la norme ? Enfin, on y arrive
par le biais d'entreprises américaines pour la plupart. Hein. Là, vous n'avez pas cité des marques françaises ou de grands groupes français. On va y arriver, je suis confiante. On va y arriver. Vous lire la chemise à fleurs, les tongs et l'émission de télé. Je ne sais pas. Mais... Oui, je pense qu'on a encore un tout petit peu de route à faire. Et précisons qu'Airbnb cartonne aussi dans leurs chiffres, dans leurs résultats, grâce justement aux télétravailleurs qui louent du Airbnb et qui génèrent de l'activité pour l'entreprise. Merci Caroline de nous avoir éclairé sur cette bataille. On peut parler d'une bataille autour du télétravail. On fait une courte pause. Grand entretien dans le cercle RH avec Thomas Lebeu, le directeur général délégué d'IDEX, qui est un groupe énergétique. Alors c'était un petit parmi les très grands groupes énergétiques en France, 5000 collaborateurs. C'est le bas carbone, c'est l'énergie bas carbone. Ils recrutent, ils embauchent. C'est un secteur d'avenir. On va faire le point avec lui. Méthanisation notamment. Comment faire pour recruter, pour donner envie à des jeunes de s'engager sur ces métiers d'avenir. On fait le point avec lui. Il est notre invité dans un contexte, vous le savez, de tension énergétique, gaz, pétrole, charbon. On fait le point avec lui. C'est le cercle RH juste après la pause. Le cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour parler d'une entreprise énergétique. On en parle avec Thomas Lebeu, directeur général délégué du groupe IDEX. Bonjour Thomas. Bonjour. IDEX, pour le dire simplement, c'est 5000 collaborateurs, 5000 salariés tournés vers les énergies bas carbone. Et on va en parler avec vous. Et je vous posais la question, vous avez évidemment entendu Ursula von der Leyen qui hier a indiqué un arrêt progressif du pétrole russe, ce qui veut dire que cela implique le gaz. On arrête le charbon. Votre entreprise, je dirais, elle est parfaitement orientée pour peut-être tenter dès cet hiver, de répondre aux besoins des Français. Parce qu'on va avoir cette question. Si on ne prend plus de pétrole russe, il va falloir compenser. Enfin, c'est un vrai sujet, là. Dès cet hiver, mais il va falloir se préparer, puisqu'on ne décide pas d'un claquement de doigts de changer de mix énergétique. Mais juste pour revenir très vite sur IDEX, nous, on est un énergéticien indépendant. On est une grosse ETI française et on est schématiquement présent sur deux métiers. Le premier, ce sont la gestion d'infrastructures. Et quand je dis gestion, c'est conception, réalisation, financement et opération sur la durée d'infrastructures énergétiques. C'est les tuyaux, c'est tout ça. Les infrastructures, c'est des UVE, des unités de valorisation d'énergie. On brûle des déchets, des incinérateurs. C'est des UPE, des unités de production d'énergie. C'est de la méthanisation, comme vous l'avez dit. Mais c'est aussi de la géothermie, c'est aussi de la biomasse. Et puis, c'est des réseaux de chaleur et de froid pour chauffer les bâtiments. Paris, par exemple, c'est un réseau de chaleur. C'est le plus grand réseau d'Europe qui est géré à Paris. Donc ça, c'est le métier des infrastructures. Et puis, le deuxième métier d'IDEX, c'est la gestion des services et les services à l'énergie, l'efficacité énergétique pour les bâtiments et ses occupants. Et chez IDEX, on gère 18 000 bâtiments pour les collectivités, la santé, le tertiaire, le privé. Donc là, c'est faire des économies d'énergie en envoyant des opérateurs qui vont régler votre chauffage, votre chaudière pour vous faire des économies d'énergie. Et donc, le contexte, comme vous le rappelez, nous rappelle que l'économie d'énergie va être quelque chose de fondamental, même si ça l'était déjà, ça le deviendra encore plus. En fait, il y a deux sujets à travers le choix de Ursula von der Leyen. Il y a à la fois les économies d'énergie et l'idée de se passer d'un certain nombre d'énergies venues de Russie. Est-ce qu'elles peuvent être compensées par vos énergies bas carbone? Parce que c'est tout l'enjeu. Typiquement, un réseau de chaleur, ça rend indépendant une collectivité ou une autorité organisatrice à l'achat de gaz russe en l'occurrence. Donc si vous avez une centrale à biomasse qui va chauffer vos habitants, vous devenez indépendant énergétiquement. Donc c'est exactement des solutions comme celle-ci, dites bas carbone. Et donc, bon an, mal an, on va transformer nos centrales à gaz avec de la biomasse, avec de la méthanisation. On utilise la chaleur produite par l'incinération des déchets. Donc c'est toutes ces solutions qu'IDEX, au travers de ces infrastructures, met en œuvre sur les territoires. Alors Thomas, ce qui est intéressant, c'est l'histoire de l'entreprise. En quelques mots, on ne va pas faire toutes les dates, mais elle naît en 63, entreprise familiale, oui. Et c'est quelqu'un qui, globalement, avec ses camions, fait de la livraison de fioul. C'est ça l'entreprise au départ. L'entreprise familiale, c'est un monsieur qui s'appelle Georges Planchot, en 63, à Boulogne-Billancourt. Et donc faire de l'énergie à l'époque, c'était une utilité, donc c'était le fioul, le charbon. Ouais. Et donc, dans les années 80-90, son fils, qui s'appelle Alain Planchot, qui était un visionnaire, a été un des premiers à investir dans les énergies renouvelables. Premières éoliennes en France, première méthanisation en France. Bon, et le groupe, on ne va pas faire son histoire, mais il est devenu le leader indépendant sur le bas carbone et sur les infrastructures bas carbone des territoires. Alors, on va voir quelques images tout à l'heure qui sont intéressantes parce que vous êtes une belle ETI. Alors, évidemment, par rapport aux mastodontes énergéticiens français, vous êtes petit, mais vous vous destinez à grossir. Vous êtes en pleine phase de recrutement et ça demande
Pour le type d'entreprise, de l'agilité, de l'intelligence, d'abord, quels sont les métiers qui sont ouverts? Parce qu'on dit que ce sont des métiers d'avenir, mais c'est les métiers d'aujourd'hui. Hein. C'est quoi? C'est des plombiers, des électromécaniciens? C'est quoi les métiers que vous proposez? Alors, le gros des troupes sur le terrain sont des techniciens. Ceux qui connaissent... Alors des techniciens chauffagistes qui, eux, d'ailleurs, vont devoir sans doute vivre aussi leur transition énergétique. Parce qu'un chauffagiste à gaz post-crise ukrainienne sera peut-être un chauffagiste à l'électricité. Donc ça, on a notre transition énergétique à faire, nous, dans le secteur. Donc c'est des techniciens, beaucoup de techniciens. Mais c'est aussi beaucoup d'ingénieurs, puisque quand on parle infrastructure, quand on parle hydrogène, quand on parle récupération de la chaleur fatale, il faut des ingénieurs. Donc on recrute, c'est essentiellement technique, et allant du bac pro, des BTS, jusqu'aux ingénieurs. Je vous repose la question une dernière fois, parce que celle-ci, elle me semble la plus centrale. C'est est-ce que vous dites aujourd'hui, quand vous avez votre tableau de bord, vous êtes le directeur général de cette entreprise, vous dites on est en capacité de pouvoir compenser le manque à gagner du pétrole qui nous arrivera plus de Russie? Est-ce qu'on peut dire aux Français aujourd'hui, notre entreprise et peut-être le réseau des entreprises énergétiques à bas carbone, avec modestie, on est capable de répondre à la demande, ou alors il faudra baisser nos chauffages à 17 parce qu'on ne sera pas capable de répondre à la demande? Je pense que dans la transition, il faudra peut-être réaménager et toucher un peu confort, mais peut-être pas à 17. Je veux dire, passer de 21 à 20... on parle de 19 degrés. Voilà, donc ça, il faudra sans doute le faire. Mais pour répondre à votre première question, si on met les moyens, on peut avoir 100% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Le sujet, c'est que... Enfin, l'énergie renouvelable, en tout cas... Il faut investir. En France, on a le nucléaire, qui est une énergie décarbonée, donc... et qui est, de ce point de vue-là, une bonne énergie. Les écolos l'appellent pas renouvelable. Hein. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas, qui est une énergie décarbonée. Moi, votre question, c'était versus les fossiles. Ouais. Le pétrole et comme le gaz. Donc, le charbon, bien évidemment. Le charbon, il en reste encore un peu en France, mais là, on était déjà parti dans cette transition. Donc, oui, on peut le faire. Mais comme le domaine de l'énergie est un domaine régulé, ça viendra forcément d'un mouvement lancé par l'État pour... subventionner ou aider ces réseaux de chaleur. Enfin, à titre indicatif, tout ce qui a été fait en début d'année sur le bouclier tarifaire, c'est environ entre 15 et 20 milliards. Et il a fallu le faire parce qu'il fallait que les gens finissent leur fin... Jusque fin de l'année. Le réseau de chaleur en France, les fonds qui sont donnés, les subventions de l'ADEME, c'est 500 millions d'euros par an pour toutes les collectivités, pour tous les réseaux de chaleur. Donc voilà, vous avez le Matrix. Et encore une fois, il a fallu réagir. 20 milliards, 500 millions. Oui, il a fallu réagir maintenant, puisque la guerre est arrivée et je pense qu'il fallait le faire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une volonté, mais oui, c'est possible de devenir totalement indépendant du gaz russe et du fossile en général. C'est intéressant, pas de sparadrap, mais une vraie stratégie. Ouais, mais il faut un peu de temps, c'est pour ça que ça ne se fera pas en 2 minutes, mais une vraie politique, et les entreprises et les savoir-faire sont là. Revenons à vos collaborateurs, parce que IDEX est une marque peu connue, je dirais, en termes médiatiques. Et c'est l'occasion qui vous est donnée d'ailleurs ici sur le plateau. Mais merci. Comment on fait pour attirer à la fois les talents, c'est le mot qu'on utilise, mais aussi des collaborateurs techniciens dont vous avez besoin pour l'entretien des réseaux, pour assurer la qualité des réseaux? Est-ce que vous galérez? La question, je l'ai déjà posée il y a quelques minutes à un invité précédent, mais je vous la pose à vous. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de recruter? C'est compliqué. Nous, clairement, notre développement est freiné par manque de personnes. C'est-à-dire qu'on doit freiner le développement sur le terrain. Vous avez dit tout à l'heure, alors on était 5052 exactement, j'aime bien la précision quand il s'agit des hommes, mais au dernier recensement, et d'ailleurs ça a dû évoluer depuis, mais on a globalement 10% de taux de vacances. Ça veut dire qu'actuellement, chez IDEX, on cherche 500 personnes. 500 personnes sur toute la France. On a 110 agences à travers la France, et donc il y a finalement 2 sujets. Il y a un enjeu de volume qui est celui-là, et puis il y a un enjeu de compétences. Oui. L'enjeu de volume, ça veut dire que ces métiers-là, ils n'étaient pas... Enfin, IDEX n'est pas connu, mais les métiers n'étaient pas très connus. Les métiers aussi, oui. Ces métiers-là, ils étaient peu valorisés. Alors, ils deviennent de plus en plus dans leur thématique. Là où il y a 15 ans, vous disiez à des jeunes, allez travailler sur l'énergie et les économies d'énergie. Maintenant, ça fait du vrai sens. Alors après, il y a un pas entre dire, vous allez travailler à la transition énergétique et puis vous allez être chauffagiste dans une chaufferie. Donc, il faut être attractif. Donc, cet enjeu, cet enjeu de volume, comme on l'adresse, comme une petite entreprise agile et petite, on est parfois gros, parfois la petite par rapport aux ensembles. Nous, on a cette agilité qui nous permet de chasser et de lancer plein d'initiatives. Et je pourrais vous en donner plein et ma DRH serait bien mieux à même de le faire. Mais typiquement, on a un bus qui s'appelle IDEX School Bus qui va dans les écoles, dans les lycées pro, dans les BTS, et qui va rencontrer avec des techniciens. Vous ouvrez les portes. Avec un look sympa, on leur raconte l'histoire, on les invite. Et donc ça, c'est une initiative. On travaille par exemple avec toutes les organisations. L'AFPA qui a lancé un programme HOPE
pour les publics plutôt réfugiés, on travaille avec eux. Mais la semaine dernière, l'opportunisme complet, j'ai lu un article dans un grand quotidien, une interview de Marie Blaise, que je ne connais pas, que j'ai eu au téléphone, mais je sais qu'elle va rencontrer les équipes d'IDEX, qui est la patronne de l'école Gustave. Et l'article, c'était remettre au goût du jour les plombiers et les techniciens. Ouais. Elle a l'air de faire un boulot Métier super, technique, pas. de faire ouais. de la reconversion pour des gens qui ne savent plus trop ce qu'ils font. Il y a des besoins, elle le fait. Donc, Vous allez la tout de voir. suite, moi, je l'ai appelé le lendemain. Et on s'est mis d'accord, et puis peut-être qu'on fera des choses ensemble. Donc on est vraiment friand de toutes ces initiatives. Et donc ça, c'est pour aller chercher et sourcer. Après, comme on est attractif, on est attractif en expliquant que ce métier, c'est un métier d'avenir, parce que c'est le plein emploi, qui est plutôt bien payé. Ces entreprises, elles peuvent offrir encore de l'ascenseur social. On a beaucoup de gens qui sont rentrés techniciens, qui sont responsables d'agences, qui sont responsables commerciaux. Et puis, il y a tous les petits à côté d'une entreprise dite familiale, même si l'entreprise est grosse et son siège est un peu moins familial, toutes les agences et les régions sont des familles. Évidemment. Et donc là, on essaye de créer ces ambiances-là. Oui, 5000 disséminés sur toute la France. Ce n'est pas une tour dans laquelle il y a 5000 salariés. Voilà. C'est des gens sur le terrain. On va regarder des images parce que c'est vous qui avez initié, dynamisé cette initiative. Elle est intéressante parce que ça, c'est de la marque employeur. Et vous vous êtes dit, on va faire du Made in France. Je veux que mes collaborateurs soient bien habillés. On va découvrir ces images. C'est un défilé de mode, entre guillemets, avec c'est un défilé de mode, éclairé comme un défilé de mode, avec le mouvement des épaules qui va bien, avec les salariés d'IDEX. Et c'est les vêtements qu'ils portent sur le terrain. Dites-nous, c'était quoi l'esprit? C'était être bien habillé, être identifié, créer un peu comme les workers américains, être fier de son boulot. Enfin, l'idée, on parle toujours de qualité de vie au travail, de bonheur au travail. Donc ça, c'est important, c'est du management. Mais par contre, il y a plein de petites choses qui font qu'on est plus attractif. Donc, dire à des jeunes, on a des méthodes opérationnelles très digitalisées, vous êtes autonome, ça, je pense que c'est attractif. Et des sujets aussi peut-être anecdotique que la tenue, qui n'en est pas un, vous avez raison, vous donnez l'exemple des Américains. Nous, on s'est dit, il faut que nos techniciens soient beaux, il faut qu'ils aient qu'ils soient fiers de porter le maillot, voilà, qu'ils aient des vêtements confortables. Ça, et puis la touche, c'est ça, oui, complètement. Enfin, moi, j'en ai parlé avec Jean-Guy Le Floch, le président d'Armor Luxe. On a fait ce choix, une marque bretonne qui fait les pulls marins, mais qui fait aussi des tenues de travail. Et donc, on est très fiers de ces équipes. Oui, elles sont très beaux. Et ça fait partie, je pense, aussi des petits, c'est pas qu'avec ça qu'on va attirer les gens, mais c'est aussi grâce à ça. Et puis là, non seulement vous attirez, mais j'ai envie de dire, vous faites de la rétention. C'est-à-dire qu'il y a une fierté, on les voit, parce que tous ceux qui sont passés à l'image, ce sont des salariés de la boîte. Ce sont des vrais techniciens. Ils sont fiers de retirer la casquette, de jouer. C'est aussi la rétention, parce que votre enjeu aussi, comme pour beaucoup d'entreprises, c'est de les garder, vos collaborateurs. C'est qu'ils ne partent pas à la concurrence. Exactement. Puisque marché tendu, ça veut dire que le turnover sur ces marchés-là est entre 10 et 15%, parce que les gens vont chercher chez leurs concurrents les salariés. Donc, c'est hyper important de les retenir, d'où cet esprit un peu familial, et puis d'offrir de la flexibilité dans le travail. Et ça, c'est plutôt le deuxième point sur comment on va chercher les compétences et l'enjeu de compétences, puisque là, des ingénieurs en hydrogène, ils trouvent beaucoup de boulot. Donc là, il y en a beaucoup sur le marché, d'ailleurs, parce que ça, c'est un de vos secteurs. Il y a beaucoup d'ingénieurs hydrogène où on les tiraille. Non, enfin, encore une fois, il n'y a pas des ingénieurs hydrogène. Il y a des gens qui sont capables de faire de l'ingénierie dans l'hydrogène. Et donc, ceux qui ont de l'expérience, ils sont chassés. Et donc là aussi, pour les cadres, il a fallu trouver des solutions plus agiles. Alors l'accord télétravail, j'entendais juste avant de rentrer le sujet sur le télétravail. Nous, on a un accord télétravail qui est assez moderne, puisque encore une fois, qu'on trouve que ça soit bien ou pas bien, c'est comme ça. C'est quoi? C'est 2-3 votre non, accord? Pas du tout. Nous, en tout cas pour les cadres, pour ceux qui peuvent parce le que faire. là, les techniciens, c'est compliqué. Les techniciens, allez régler votre chaufferie ou gérer un incinérateur. Ça ne se fait pas à distance. Pas du tout. Bien qu'il y a des choses qui sont maintenant digitalement. Mais non, là, nous, on a un accord qui peut permettre jusqu'à 4 jours de télétravail. En revanche, complètement en co-construction avec le manager. Il n'y a pas de grandes règles. D'ailleurs, très peu de gens demandent 4 jours. Mais cette flexibilité-là, c'est aussi important puisque on est capable de le faire. C'est aussi être capable de dire sur ces profils-là, on vous embauche et vous êtes là où vous habitez. Ça veut dire que chez IDEX, jusqu'au comité exécutif, on a des personnes qui habitent, dans le comité exécutif, des personnes qui habitent à Aix, une autre à Montpellier, 2 à Lyon, 1 à Nancy. Donc vous les faites en visio, vos comités exécutifs? On essaie d'avoir des moments de parce qu'il faut partager, on est sûr. Les COMEX, on se voit, ils viennent. Mais après, ils repartent. Voilà. Donc ça veut dire d'avoir un mode de management peut-être plus en plan d'action et en résultat.
en laissant une liberté. Et ça, pour le coup, c'est très, très attractif pour ce type de profil. Ouais, je ne vous ai pas présenté, mais ça c'est intéressant, ce qui me permet quand même de dire quelques mots sur vous, parce que vous avez fait une longue partie de votre carrière chez Veolia, on peut les citer, qui sont des très gros groupes, qui sont des mastodontes. Et moi j'ai le sentiment que votre entreprise IDEX, celle que vous dirigez, elle a cet avantage de la souplesse. Et c'est finalement au fond aussi ce que vous avez recherché, de l'agilité, de la souplesse, de pouvoir agir plus vite, ce qui n'est pas le cas dans les très gros groupes. Il y a déjà un fait, hein, quand vous avez un groupe de 250 000 personnes, l'agilité, elle est C'est un compliquée. paquebot. Donc, encore une fois, c'est plus compliqué. Donc nous, on est quand à même 5 000, on est plus petit, même si ça commence à être un peu gros. Donc on essaie de garder cette agilité. Et puis, je pense que réellement, l'idée, c'est d'avoir vraiment des objectifs précis pour la deuxième population dont on parlait. Les cadres, de ne pas essayer d'être forcément derrière eux, d'avoir une vraie culture du résultat, ce qui veut dire que c'est peut-être attractif et assez sympa sur le papier. En revanche, il faut avoir des bons managers qui suivent ça et qui sont assez exigeants. Donc c'est pas open bar, il y a des résultats. Pas du tout. Il faut avancer, il faut ramener des résultats. Les enjeux pour vous, là, chez IDEX, vous avez besoin de techniciens sur le terrain pour les réglages, pour les infrastructures, pour faire des vérifications. Puis vous avez besoin d'ingénieurs de très haut niveau qui vous font avancer les technologies. C'est ça vos deux enjeux. L'avenir, c'est quoi? Parce qu'on voit quand même, quand on lit quelques articles sur IDEX, il y a quand même la volonté d'accélérer encore plus. C'est-à-dire que là, vous êtes à 5052, plus les 500 que vous recherchez. Vous allez jusqu'où là? C'est quoi l'objectif d'IDEX en termes d'emploi et donc en termes de stratégie et de développement? En termes de stratégie et de développement, on revient à votre introduction. C'est que la transition énergétique faisant, qui est devenue une vraie réalité, et, excusez la palissade, une vraie réalité depuis 2 ans, confortée ou accentuée par la crise ukrainienne, fait que de toute façon, il va y avoir des projets d'infrastructures énergétiques pour rendre le pays indépendant. Et donc, du coup, on va avoir besoin d'ingénieurs, on va avoir besoin de techniciens. Donc, j'ai pas de chiffres en objectif, mais en tout cas, on a beaucoup de projets à venir. Et donc, il faut accompagner cette croissance par les équipes. Oui. Vous l'avez cité tout à l'heure, Veolia 250 000, parce que c'est aussi, il y a plusieurs métiers. Mais imaginons que le nouveau gouvernement, qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs, décide de s'engager vraiment vers une politique de transition énergétique et fait des lois dans le sens qui, pour accompagner, vous doublez vos effectifs, forcément, vous les triplez même. Parce que là, évidemment, ça devient un enjeu national que de métalliser, que de créer de la biomasse, qui pour l'instant est mais c'est assez fin encore. Hein. La biomasse, ça commence, c'est parti depuis pas mal de temps. Hein. Mais évidemment, j'appelle de mes voeux que dans 10 ans, IDEX, ça soit le double de personnes. Mais le sujet, c'est aussi, après, là on n'est plus sur l'emploi, mais comment on intègre ça, comment on gère cette croissance-là. Mais en l'occurrence, effectivement, il y a beaucoup de projets qui vont sortir des tiroirs, qui étaient, parce que le prix du gaz était bas et parce que le gaz était là. Donc prix du gaz haut, parce qu'on n'a pas parlé de ça, on a parlé de la crise ukrainienne et de la volonté politique. Mais le gaz commençait de déjà à monter avant. Mais le gaz est très haut, donc à des prix du gaz haut et donc d'électricité haute, puisque les deux sont liés. Ils sont indexés. Tous les projets de réseaux de chaleur à la biomasse, à la géothermie, toute la récupération de chaleur fatale dans l'industrie et même dans les usines d'incinération d'ordures ménagères. La chaleur fatale, c'est la chaleur qui va aux petits oiseaux quand vous créez des... Voilà. Exactement. Donc ça, il faut la récupérer. Et donc, tout ça, il y aura des projets. Donc, je n'ai pas de chiffres à vous donner. Enfin, c'est un champ de développement Exactement. qui est infini quasiment. Exactement. Votre enjeu aujourd'hui, c'est quoi? C'est plutôt la méthanisation, c'est les réseaux de chaleur, c'est le froid, c'est le chaud. On voit que la méthanisation se développe beaucoup dans le monde agricole. Est-ce que vous dites ça, parce qu'il y a le débat éolienne solaire, est-ce que c'est l'enjeu, la méthanisation, là, dans les 5 ans à venir? Je pense que quand on parle d'énergie, c'est un des enjeux. C'est le mix, en fait. Tout à l'heure, on a parlé du nucléaire et des réseaux de chaleur. Les deux peuvent vivre vraiment à côté. Il faut trouver les bonnes énergies aux bonnes unités. Donc la méthanisation en est une. C'est vrai qu'en France, la réglementation, il n'y a pas eu beaucoup de méthanisation en France par rapport à nos voisins. J'étais la semaine dernière en Italie du Nord, où là, il y a des démarches et des grands process pour vraiment fournir de l'énergie aux industriels du Nord via de la méthanisation agricole. Donc oui, c'est un des métiers et c'est une des voies sur lesquelles IDEX se positionne. Le modèle énergétique français, parce qu'il emploie beaucoup de salariés. On a parlé des gros mastodontes énergéticiens, mais il y a aussi EDF qui est en difficulté, il y a Areva qui a disparu. Est-ce que vous envisagez de vous positionner justement comme un des leaders français de l'énergie, puisqu'on a le sentiment aujourd'hui qu'on est un peu sur cette ligne de crête, que le modèle est en train de se déréguler? Encore une fois, c'est un peu de la géopolitique. Mais notre volonté, encore une fois, vous avez vu, on essaye d'être vraiment humble même sur nos objectifs. Encore une fois, on est une ETI.
certes de grande taille. Il y a un vrai marché et on a cette compétence et on a ces qualités et ces canons de beauté d'être un des seuls qui est présent sur toute la chaîne de valeur, les UVE, les réseaux et les services, de l'énergie locale. On n'est pas la filiale énergie renouvelable d'un pétrolier ou d'un gazier, ce qui est un vrai avantage. Donc oui, il y a une place. Je ne vous dirai pas ici qu'on a la volonté d'aller concurrencer, en tout cas en taille. Ouais, ça serait un peu prétentieux. Non, ça serait très très prétentieux et c'est pas du tout. En tout cas, on revient à l'image, l'attractivité, l'image qu'on veut donner d'IDEX. L'image, c'est quoi pour donner envie à ceux qui nous regardent? Il y a les 500 postes. C'est quoi? Entreprise conviviale, souple, dans lequel on a une marque employeur sympa et des avantages, parce qu'il faut aussi donner. Parler des plombiers tout à l'heure, on s'était moqué du plombier polonais dans une campagne de publicité. On s'en souvient, c'était il y a quelques années. Les métiers manuels ne sont pas valorisés en France. Est-ce que vous le subissez? Est-ce que vous dites, après tout, nous, IDEX, on va commencer à créer nos propres centres de formation pour essayer de créer en fait notre propre vivier? On a des campus un peu virtuels, puisqu'on a beaucoup travaillé sur le digital. Quand on est une entreprise agile, on fait des campus virtuels. Donc on a une plateforme IDEX e-learning qui fait de la formation. Donc on fait cette formation-là. Donc c'est pour répondre à votre question de campus. On croit beaucoup à la reconversion, d'où l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur l'école Gustave. Et encore une fois, je ne fais pas de la pub pour l'école Gustave parce que je ne la connais pas. Ouais. Mais c'est de la reconversion. Vous ne l'avez pas encore rencontré? Non, je ne l'ai pas encore rencontré puisque j'ai vraiment lu il y a 15 jours lu l'article. Donc ça veut dire que oui, on travaille et on pousse soit en direct, soit des partenaires à convertir et à avoir des personnes. Et puis, que dire pour rejoindre IDEX? C'est vraiment rejoindre, là, pour le coup, une belle entreprise encore familiale, avec un vrai esprit d'équipe, et puis qui est proche des territoires, puisqu'on a 110 agences, donc on est vraiment très, 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 très local et très, très territorial. Avant de nous quitter, un mot sur l'international, parce qu'on a beaucoup parlé de la France, de tous ces développements, et c'est vrai que vous êtes un peu suspendu quand même aux décisions gouvernementales qui vont arriver dans les mois qui viennent, pour peut-être accélérer cette transformation. Je pense qu'on n'aura pas le choix, vu évidemment les risques de manque d'approvisionnement. L'international, c'est quoi? C'est l'Europe? C'est quoi vos cibles? La stratégie d'IDEX la Belgique. En international, c'est vraiment l'Europe continentale et OCDE. Donc on a une filiale IDEX Baltique qui est présente en Lituanie où nous gérons 6 centrales biomasse, 3 à Kaunas et 3 à Vilnius. On a une activité, comme vous venez de le dire, en Belgique où on gère de 200 micro-cogénérations. On est présent un tout petit peu au Luxembourg, c'est plutôt par opportunité frontalière. Et donc, tout à l'heure, je parlais de l'Italie. IDEX a la volonté de regarder 1 ou 2 nouvelles géographies. Mais encore une fois, on ira sur des sujets où on sera capable de mettre en œuvre notre valeur ajoutée, de faire de l'infrastructure et de développer nos services à partir de ces infrastructures. En tout cas, plus vous me parlez, plus je repense à la situation énergétique française avant 1945, où en fait, il y avait des énergéticiens dans chacune des régions qui étaient des entreprises privées. Oui, et j'ai le sentiment, peut-être me trompais, j'en reparlera peut-être dans 10 ans, qu'on est en train de repartir sur un modèle de ce type, c'est-à-dire beaucoup plus décentralisé et moins centralisé, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, par la situation d'EDF, par la fin d'Areva. On n'est plus dans les grands groupes, on est plus dans des grosses, belles sociétés qui vont travailler régionalement. Est-ce que ça, vous l'avez intégré ou pas? Complètement. Enfin, je pense que le modèle d'IDEX est le modèle après la crise qui marche. Qui est le plus souple pour répondre aux besoins. Exactement. Merci Thomas Lebeu, merci d'être venu nous rendre visite, directeur général délégué du groupe IDEX. 5052 salariés, je n'ai pas le compteur qui tourne. En janvier. Alors je suis persuadé que c'est plus, avec 500 postes à pourvoir, là tout de suite. Allez donc jeter un œil dans l'onglet recrutement, et puis peut-être que vous nous ferez part la prochaine fois de votre rencontre avec cette directrice d'école qui donne envie de devenir plombier. 500 postes, et il n'y a pas que des postes de techniciens, je précise, il y a aussi des postes d'ingénieurs, des postes de très haut niveau et du back-office, évidemment. Pour un soldat au feu, il faut 3 personnes. 3 personnes derrière. Il y a la compta, il y a le marketing, il y a aussi la communication. Tous ces gens-là, et les RH. Et les RH. N'oubliez pas les RH. Merci Thomas Lebeu de nous avoir rendu visite, directeur général délégué d'IDEX. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Alors je ne sais pas, ça va peut-être concerner les salariés d'IDEX. On va parler de la Sarthe. Bah oui, pour donner envie aux salariés de partir dans ce beau département. C'est dans Fenêtre sur l'emploi et c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement, mais et si on recrutait dans la Sarthe, si vous partiez dans la Sarthe, alors c'est un très beau département des Pays de Loire, on va en parler avec Arnaud Chéreau, il est président, on va tout vous expliquer, de Wello.io. Alors c'est un concepteur de vélo, je suis très heureux de vous accueillir, on va en parler de ce vélo, puis être parti, et ça c'est quand même un honneur, des 6 ambassadeurs qui représentaient ce département pour expliquer la beauté des lieux, son attractivité, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de se balader au bord des rivières, mais aussi de pouvoir travailler.
Commençons par la première partie qui fait que vous êtes devenu ambassadeur. Vous êtes un concepteur, un inventeur. Comment vous définissez d'ailleurs? Ingénieur? Moi, je suis ingénieur aéronautique de formation et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. On développe des vélos cargo solaires et connectés pour répondre aux enjeux de la ville d'aujourd'hui et de demain. Alors, vos vélos sont intéressants. C'est que ce sont des vélos cargo. Mais en plus, on est protégé. C'est-à-dire que, et ça, c'est en termes de sécurité pour tous ceux qui sont des professionnels, c'est quand même un atout. On est tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on est parti du constat des besoins du vélo. Le vélo, aujourd'hui, pour être plus utilisé, en tout cas par une partie de la population, a besoin d'avoir des atouts complémentaires, aussi bien en termes de protection aux intempéries, mais de protection à la circulation. Et c'est ce que propose notre produit, de par sa carrosserie, et puis également sa signalétique lumineuse, ces différents éléments de stabilité qui permettent d'avoir un véhicule en pleine sécurité pour les agents. Vous en êtes où dans le développement de votre vélo cargo? C'est un vélo qui est fini, vous avez des commandes, donc là, il est commercialisé. Hein. Aujourd'hui, il est commercialisé. Pour la petite histoire, on a démarré à l'île de la Réunion. On a travaillé en R&D là-bas. Vous avez passé une grande partie de votre vie là-bas. Hein. Exactement. J'ai eu la chance de découvrir ce territoire et d'y fonder ma famille. Et puis là, vous êtes aujourd'hui sartois, en développement. Vous vendez ce vélo. Il y a quand même l'idée aussi à la fois de la sécurité, on vient de l'évoquer, mais aussi des énergies renouvelables, les panneaux solaires notamment. Ça vous tient très à cœur. On évoquait tout à l'heure avec notre invité précédent. Ils sont où? Ils sont sur le dessus, les panneaux solaires? Alors, exactement. Ils sont sur la partie sur le dessus. Et pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, aujourd'hui, on livre nos clients grands comptes, 5 à 6 clients du CAC 40, des PME, des TPE et de plus en plus de particuliers également pour remplacer leur seconde voiture. Et on a typiquement une typologie de clients qui sont des acteurs qui avaient une voiture électrique comme seconde voiture, qui aujourd'hui se disent mais finalement notre deuxième voiture fait moins de 20 km par jour, pourquoi ne pas la remplacer par un vélo cargo? Alors le vélo cargo, ça peut être aménagé pour emmener les enfants à l'école, on est d'accord, hein, il y a plusieurs choix. On met une banquette, deux banquettes, mais ça peut être aussi un espace plat où on met du colis et on livre. Hein. Exactement, alors c'est ce qu'on appelle, désolé pour l'anglicisme, un flatbed, c'est-à-dire qu'on a une partie plate à l'arrière qui peut être aménagée complètement avec différents caissons, que ce soit des caissons pour transporter des marchandises pour les professionnels, des caissons froids jusqu'à moins 18 garantis pendant 12 heures en livraison, mais également des solutions de déplacement de personnes, c'est-à-dire avec 1 à 3 adultes plus des bagages. Triporteur, on est d'accord, hein, pour une bonne stabilité, c'est important. Exactement, ça. tri et quadriporteur. Et quadriporteur. Tout à fait, qui permet de répondre aujourd'hui aux enjeux d'augmentation de la masse admissible. Et donc, on a été invité au CES de Las Vegas en début d'année par l'un des 5 plus grands accélérateurs de la vallée. On était 6-7 startups internationales pour présenter notre nouveau modèle, le véhicule truck, qui permet d'avoir jusqu'à 350 kg d'emport et 3 mètres cubes de capacité. Ah oui, 350 kilos. Tout à fait. Mais là, par contre, sur 4 supports, hein, enfin 4 roues, on est d'accord. Oui. Un mot sur les batteries, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, c'est un vrai sujet en jeu, hein, quand même. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet avec des enjeux, à la fois des enjeux de souveraineté, des enjeux environnementaux, de recyclabilité. Nous, on travaille avec des acteurs européens sur ces sujets, et avec notamment des batteries qu'on appelle rackables, qui permettent de pouvoir être débranchées du véhicule et être rechargées dans un atelier, dans un bureau, dans un appartement, une maison ou quoi que ce soit, et donc d'avoir cette facilité avec la partie brique énergétique. Et puis pour les opérateurs professionnels qui fonctionnent des fois en plusieurs shifts, donc en plusieurs cycles, 2 fois 8 heures ou autres, d'avoir la possibilité de changer les batteries à chaque fois que c'est un nouveau livreur qui reprend le véhicule. On retire la batterie qui est usée et on en met une qui vient d'être rechargée. Exactement, un peu comme une batterie additionnelle que l'on peut mettre sur un téléphone. Ou comme pour les vélos que l'on voit dans Paris, où on réenclenche la batterie le matin avant de partir au travail. Ce vélo, donc conçu, on l'a entendu à La Réunion, mais développé, hein, votre site de fabrication est dans la Sarthe. D'abord, pourquoi vous avez choisi la Sarthe? Parce que ça nous permet de basculer sur l'idée que vous êtes l'ambassadeur. Donc votre boulot, ça va être quand même de nous expliquer que ça serait pas mal de venir y travailler dans la Sarthe. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu dans la Sarthe? En fait, typiquement, moi j'ai grandi en Sarthe. Et après différentes expériences professionnelles dans l'industrie, eu l'opportunité de découvrir La Réunion, d'y démarrer l'entreprise, de travailler avec des grands comptes. Et on a pris c'est aussi ça qui nous a fait choisir la Sarthe par la suite, c'est qu'on a pris le parti d'un petit Tesla du domaine du vélo cargo, à savoir qu'on a intégré tous les métiers en interne, de la soudure, du composite, où on a recruté quelqu'un qui avait des décennies d'expérience en sport automobile. Sur le modèle Tesla, etc. c'est ça, ouais. Et donc, on a voulu reproduire, suite à une levée de fonds en 2020, ce modèle, en démarrant un nouveau site au Mans, qui nous permet de pouvoir déployer sur le territoire national
et européens, principalement Belgique et Suisse aujourd'hui et Allemagne demain. Avec un territoire qui a, et c'est là que ça rejoint les notions d'ambassadeur de la Sarthe, sur la partie excellence industrielle. Il y a un tissu industriel en Sarthe. Il y a également une excellence liée au sport automobile. C'est exact. Puis, il y a les 24 heures du Mans, le circuit du Mans. Exactement. Et puis il y a un côté à la fois, vous savez, on parle souvent du principe de la ville à 15 minutes, qui permet d'accéder à un ensemble de services à 15 minutes, 20 minutes de chez soi. Le Mans est déjà une ville un petit peu dans ses proportions, qui permet d'accéder facilement à ces différents services. Et on a un gros métro qui nous permet d'accéder en 55 minutes de TGV à notre implantation en Ile-de-France. C'est vrai qu'en plus, vous avez par ailleurs des bus en site propre qui permettent de se déplacer, des bus protégés. De plus en plus de pistes cyclables également. L'ensemble des besoins. Concrètement, au niveau des emplois, votre entreprise, Wello.io, je dis bien, je prononce bien. Très bien. Wello.io, vous avez eu des difficultés à recruter des fameux soudeurs parce qu'on a compris le modèle. Vous intégrez sur un site l'ensemble de la chaîne de fabrication, la conception, les ingénieurs, puis la fabrication. Compliqué de recruter des soudeurs parce que la Sarthe, je veux bien mais c'est pas si simple aujourd'hui un soudeur. Alors, on a eu la chance de trouver des soudeurs au bon moment. Et puis, quand on est arrivé en Sarthe, l'objectif, ça a été aussi de pouvoir faire grandir l'entreprise et répondre à des batchs de 20, 50 véhicules par commande client. Et demain, des batchs de 100 à 200 véhicules pour atteindre 500, 1000 et plus véhicules à partir de 2023. Mais vous êtes constitué en chaîne de fabrication, exactement donc, comme les chaînes Renault de l'ancien temps. Et bien, du coup, ce que l'on a fait, c'est que tous ces métiers qu'on avait intégrés nous ont permis d'acquérir une expertise métier, aussi bien sur les sujets mécaniques, composites, data, photovoltaïque. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a cette maîtrise en interne, on l'externalise auprès d'industriels, qui sont des industriels qui travaillent déjà pour le secteur automobile, pour le secteur aéronautique, et ce qui nous permet d'avoir un produit extrêmement fiable, tout en étant extrêmement sobre en énergie, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir une vraie efficacité de par ses panneaux solaires. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, vous travaillez avec des industriels. Vous avez commencé dans votre site, j'allais dire, entre guillemets, artisanal, intégrant toutes les chaînes. On a commencé dans un container à La Réunion. Oui, c'est ça. Le début, j'ai vu que c'était un container. Là, dans la Sarthe, c'était un peu plus industriel. Oui, maintenant, on a un vrai atelier-usine qui nous permet de... Les industries qui travaillent pour vous, industrie de la Sarthe, ou c'est pas possible? Alors, merci pour cette question. Effectivement, on est aussi dans une logique de fabrication française. Ça nous paraît important, à la fois pour des notions économiques, des notions d'emploi sur les territoires, et puis pour des notions environnementales. Et donc, on est dans une logique de production industrielle en circuit court, c'est-à-dire qu'on produit 70% de la valeur de nos produits à moins de 200 km de son lieu d'assemblage. D'accord, ça c'est votre règle, c'est votre charte. Exactement. Donc aujourd'hui, on produit principalement en Pays de la Loire, en Bretagne, Normandie et Île-de-France, par exemple, pour nos faisceaux électroniques. Combien de vélos sortent de vos chaînes et de vos industries? Puisque là, vous avez des entreprises qui fabriquent pour vous, ils ont le plan et elles fabriquent. Combien de vélos sortent Cargo là? Là, en ce moment, c'est de l'ordre de 200 et puis on va passer sur 500 et 1000 sur les prochains semestres. L'objectif de votre entreprise, c'est quoi là? C'est quoi votre focus? Très clairement, c'est que Wello soit l'acteur de référence du vélo cargo au niveau européen. Et donc aujourd'hui, je vous parlais de Tesla tout à l'heure, c'est l'image du Wello en tant que Tesla du vélo cargo. Alors donc l'idée c'est d'être disruptif, inventif, en sécurité quand on se déplace, parce que quand on voit à Paris les vélos cargo, ils n'ont aucune protection et ils pédalent un petit peu à la new-yorkaise. C'est pas tout à fait ça l'esprit du Wello. Exactement, on en a parlé tout à l'heure avec les éléments de carrosserie, de signalétique lumineuse et de stabilité. On est très axé sur deux choses. À la fois la sécurité de nos clients, ce qui nous paraît essentiel, surtout qu'on travaille principalement avec des acteurs B2B, des professionnels. Et donc c'est un sujet fondamental. Et puis l'autre sujet, c'est être très tourné utilisateur. C'est-à-dire qu'on est en permanence en lien avec nos clients pour avoir des retours sur les différents éléments, améliorer tel élément au niveau de l'assise, pour avoir une petite suspension au niveau de la selle, etc. etc. C'est qu'un détail. Donc c'est du R&D, ça veut dire beaucoup pour nos clients. En retour utilisateur qui vous permet d'améliorer le vélo. Exactement. Vous m'avez toujours pas dit pourquoi vous aimiez la Sarthe et pourquoi vous étiez revenu. L'un des paramètres... Ou alors c'est un secret, vous voulez pas me le dire. Non, l'un des paramètres assez simples, c'est tout simplement que j'ai grandi en Sarthe. Dans quelle ville? Au Mans. Au Mans. Voilà, et donc une partie de ma famille, ainsi que celle de mon épouse, est également en Sarthe. Et donc quand on a pas mal de déplacements, effectivement, avoir la famille à proximité, et puis être dans un territoire industriel et d'excellence automobile et sportive, c'est quelque chose d'important. Pour la petite histoire, quand on a installé le site au Mans, juste avant, on était tombé sur une baseline qui disait
Le Mans, là où les mobilités de demain s'inventent. Et donc, ça correspond toujours tout à fait à ce que l'on fait. La suite au niveau technologique, parce qu'il y a quand même un enjeu batterie qui est très fort, avec un débat sur les voitures, mais ce débat arrivera sur les vélos, sur le recyclage de tout cela, des lithiums, des produits chimiques que l'on met dedans. Est-ce que vous êtes en train aussi d'inventer la batterie, le vélo qui se recharge en permanence, c'est-à-dire un vélo à 100% rechargeable sans batterie? Alors, la technologie existe. Hein. Oui, il y a des technologies qui existent. Après, il y a un paramètre qui est essentiel sur les notions de batterie. Il y a plusieurs éléments. Il y a à la fois des filières pour recycler ces éléments qui sont en train de se constituer et qui sont fondamentales pour l'avenir de ces technologies. Et puis, en quelque sorte, les meilleures batteries à recycler, c'est celles qu'on n'a pas à recycler. Et c'est ce que l'on fait au quotidien chez Wello, notamment de par un véhicule plus optimisé en termes de poids, qui permet d'avoir de meilleures performances d'ensemble et de moins tirer sur la batterie. Et puis aussi les panneaux solaires, c'est-à-dire que le fait de recharger en permanence un petit peu la batterie, même en hiver et autres, ça permet de... Ça la fait vivre plus longtemps. Tout à fait. Ça augmente son nombre de cycles admissibles et donc ça permet d'avoir des batteries qui durent plus longtemps. Donc vous incitez les Franciliens à quitter Paris ou pas ? Parce que vous êtes un ambassadeur. Et à un moment donné, le département va vous dire, dites donc, Arnaud, vous n'avez pas incité beaucoup les Parisiens à rejoindre la Sarthe. Hein. Écoutez, moi, je ne suis pas incentivé sur le fait de déplacer des Franciliens dans d'autres territoires, et notamment en Sarthe. Non, par contre, ce que je peux dire, c'est que chacun doit trouver le territoire qui lui plaît, qui lui permet à la fois de pouvoir avoir les bonnes performances professionnelle, de par une accessibilité en TGV, une connectivité digitale, etc., avec des territoires extrêmement connectés à la fibre, et puis aussi d'avoir, bien évidemment, c'est ce que l'on a tous souhaité post-Covid, c'est avoir une vie qui soit la plus agréable avec sa famille, avec ses proches. Et vous l'avez trouvé cet équilibre. Et donc c'est l'équilibre que l'on a pour nos salariés et pour nous-mêmes au Mans. En quelques mots, combien de salariés aujourd'hui Wello? Aujourd'hui, on est 15 chez Wello, on est en train de boucler 3 recrutements et on aura une autre passe de 5 à 8 recrutements à l'horizon 6 à 8 mois. Sans compter, si je peux me permettre, l'ensemble des industries et des réseaux industriels qui travaillent Exactement. pour vous et qui sont des dizaines de salariés. Hein. Qui sont des emplois indirects qui sont générés par l'activité dans le domaine du vélo cargo de Wello. C'est quoi les enjeux d'emploi? Là, 3 bouclés et dans l'année qui vient, combien de créations? Et puis là, il y en a 5 à 8 qui vont suivre. C'est quoi, ingénieur, technicien? Qu'est-ce que vous cherchez? Alors, on a différents profils, effectivement, des notions pour poursuivre notre avance technologique sur de l'ingénierie, sur de la R&D. Et puis également... Ça, c'est l'enjeu pour vous. Hein. C'est des choses qui sont fondamentales. C'est un marché qui bouge vite, à la fois en Europe, mais également sur d'autres continents. Et donc, étant donné que l'Europe a une longueur d'avance aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être le leader ou l'un des leaders en Europe pour pouvoir déployer ces notions sur d'autres continents comme l'Amérique du Nord. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je peux vous appeler monsieur l'ambassadeur? C'est trop dommage. Voilà, vous êtes l'un des 6 ambassadeurs, vous êtes 6 aujourd'hui, dans des domaines d'ailleurs très différents, industriels, mais aussi tertiaires, à représenter la Sarthe sur Lancez-vous en Sarthe, qui est une nouvelle campagne d'attractivité, à travers votre histoire personnelle, parce que familiale aussi, vous êtes un Sartois, Wello.io, une marque dont on va entendre parler, ce sont des vélos cargo, alors pas ceux qu'on voit forcément à Paris, mais ceux qui sont protégés par une sorte de petite cabine, avec des panneaux solaires, il faut le préciser, parce que c'est important de le dire. Merci Arnaud Chéreau, président de Wello.io. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc pour la réalisation. Merci à Alex pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Lily et merci à Carla pour l'accueil invité. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.